Pascal Manoukian nous a rejoint. Au départ, vous êtes journaliste, grand reporter, mais vous faites partie cette année de la rentrée littéraire avec un excellent roman intitulé Les Échoués, dans lequel vous donnez un nom, une histoire à ces migrants, parce que dans votre livre, il s'agit de migrants. Il y a des réfugiés, mais pas seulement des réfugiés. Et ce que vous montrez dans votre livre, c'est que pour faire ce qu'ils font, pour accomplir le voyage qu'ils accomplissent, c'est valable pour les Syriens, les Afghans, les Érythréens dont nous parlons ce soir, en dépit des obstacles, de la violence, de la faim, du danger qui est permanent, il faut être d'une bravoure invraisemblable, d'un courage, d'une détermination. J'ai l'impression que ce sont les plus entreprenants qui arrivent. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, ils pourraient tous sortir des écoles de commerce. C'est les vrais entrepreneurs qui quittent leur pays. C'est une double peine d'ailleurs pour les pays qu'ils quittent. Parce que ce sont des gens qui ont fait un projet, qui l'ont financé, qui l'ont amené au bout, qui ont survécu à tous les obstacles, qui ont survécu à des dangers qu'on n'imagine même pas. Et quand on est un peu sur le terrain, on est même affolé par les risques qu'ils peuvent prendre. Donc oui, effectivement, oui, ce sont les meilleurs en fin de compte. Et beaucoup de ceux qui restent dans les camps sont des gens qui n'ont ni l'argent, ni cette volonté-là. Donc c'est pas sûr que les gens dont vous parlez, tout d'un coup, les 4 millions de réfugiés se mettent à migrer. Ce sont des gens qui préfèrent rester plutôt près de la frontière en espérant pouvoir revenir. Ils n'ont pas cette volonté-là. Ceux qui arrivent chez nous, sincèrement, ce sont des gens qui ont... Qu'ils soient réfugiés ou migrants, il n'y a pas tellement de... Non, qu'ils soient réfugiés ou migrants. Moi, bien évidemment. Racontez, oui, on ne peut bien pas sûr. faire de différence entre migrants et Bien réfugiés. sûr. Pour emmener ses enfants, sa femme, sa famille dans des traversées qu'on voit, que ce soit les traversées de la Méditerranée, que ce soit les traversées du désert qui durent 9 mois. Vous passez entre les mains de djihadistes, vous passez entre les mains de passeurs, de négriers, d'esclavagistes même, le temps d'une étape. On vous fait travailler juste pour payer votre billet de bateau. Et quand vous arrivez en France, que croyez-vous qu'il arrive? Mais il y a des gens qui vous attendent. Vous trouvez un travail quand vous arrivez en France. Vous trouvez un travail dans nos restaurants, vous trouvez un travail sur nos chantiers. Levez la tête, hein. Levez la tête sur tous les chantiers. Au 5, 6, 7e étage, c'est réservé aux clandestins. C'est réservé aux gens qui travaillent parce que, voilà, ils ont une dette à rembourser. Aller dans les cales des paquebots, il y a aussi beaucoup de clandestins. Tout le monde le sait. Les Échoués, votre roman, vous les avez situés l'action en 92, parce que vous dites que c'est là que ça commence. En fait, ils ouvrent les routes. Ils sont les premiers. Oui, moi j'ai voulu raconter... C'est une catastrophe. Cette catastrophe-là, elle est annoncée depuis 20 ans. Donc j'ai voulu raconter l'histoire de ces pionniers qui ont ouvert ces routes. Donc j'ai raconté le parcours de 3 migrants. Un Moldave, un Bagali, un Somalien. Et un Somalien. Pourquoi 92? Parce que vous avez tous les déçus du post-communisme qui se disent « Oh là là, on va sans doute partir vivre ailleurs ». Vous avez un premier état de non-droit qui se crée en Afrique, la Somalie, qui implose, et le début de l'intégrisme qui commence. Et vous avez aussi en Afghanistan le début de l'intégrisme et du mouvement taliban. Donc tout ça, c'est 3 gros facteurs qui vont, pendant des années, mettre des gens sur la route. Et au même moment, parallèlement à ça, vous avez comme une grosse publicité lumineuse l'Europe qui décide de créer l'espace Schengen. Donc, tout au cours de mon roman, d'ailleurs, les migrants qui prennent ces 3 routes se doutent que dans peu de temps, ils ne savent pas quand, il y aura des centaines de milliers de gens qui vont les suivre. Et au fur et à mesure, ils voient se créer les filières des passeurs, ils voient se créer les petits mouvements djihadistes qui se disent tiens, il y a de l'argent à se faire en rackettant les convois. Et ils voient des pêcheurs qui étaient pêcheurs en Libye, qui commencent à arrêter de pêcher. L'espace Schengen n'a pas été du tout pensé par rapport aux migrants. Faut pas... Non, l'espace Schengen a été pensé pour faciliter les frontières entre nous. Je dis pas qu'il était pensé, je dis que pour eux, ça a été une opportunité. Non, parce que c'était pas... facile. Non, l'espace Schengen ne facilite en rien l'entrée à l'intérieur de l'Europe. Il facilite la circulation en Europe. Oui, mais pas Mais une fois qu'ils sont rentrés... Si vous voulez aller au centre de l'Europe, c'est plus facile de ne franchir qu'une frontière. Demandez aux Moldaves. Hein. Oui, bien sûr. Les Moldaves. Et d'ailleurs, on ne parle pas d'un autre... on parle de 200 000 réfugiés là qu'il faut accueillir. Les Roumains eux-mêmes, européens, ont donné 200 000 passeports à des Moldaves pour les faire rentrer clandestinement en Europe. Personne ne s'en émeut de ça. 200 000 personnes. Dernier mot sur votre roman, Pascal Manoukian, et on ouvre la discussion. Ce qui est le plus frappant, parce que vous leur racontez leur vie, qu'on est avec eux dans tout ce roman,
on est frappé à quel point ils nous ressemblent, à quel point ça pourrait être nous. Et j'imagine que sur ce plateau, nombre d'entre nous ont des aïeux qui ont d'ailleurs fait ce type de voyage, à un moment ou à un autre. Il était peut-être moins long. Je crois que c'est votre cas d'ailleurs, votre grand-mère. Moi, en 3 générations, il y a déjà eu 2 exodes. Jacques Attali, Edgar Morin, moi. Ma grand-mère vient d'Arménie, est arrivée dans un camp à Marseille, et ma mère m'a raconté qu'à 11 ans, elle avait pris la route dont vous parliez tout à l'heure. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que bon, c'est vrai qu'on les présente souvent sous forme de chiffres. On les présente comme des grappes de pouilleux accrochés à des wagons, accrochés à des trains, fatigués, affamés. Donc évidemment, ils font peur. Mais beaucoup sont des gens qui nous ressemblent énormément. Moi, à chaque fois que j'en ai croisé sur le terrain, ça m'est arrivé au Rwanda, par exemple. Je suivais une famille de réfugiés et je m'imaginais, puisque je ne parlais pas la langue, que finalement, ils avaient l'habitude d'être dans un convoi et de passer d'un camp de réfugiés à l'autre. Et en traduisant ce que se disait la famille que j'avais choisi de suivre à Paris, pas du tout. Elle se posait les mêmes questions que je me serais posées. Elle se demandait s'ils allaient louper la rentrée scolaire. Est-ce qu'ils avaient pris le cartable de la petite? Est-ce que ça allait durer longtemps? Comment ils allaient faire les devoirs? Donc, bien évidemment, il y a beaucoup de ces gens qui avaient une vie, une maison, une voiture, une famille, qui couchaient les enfants. Parmi les gens qu'on voit, parmi les Syriens, parmi les Irakiens, ce sont des gens qui avaient une vraie histoire avant. Ils n'ont pas toujours été réfugiés. Donc ne voyons pas les pouilleux qui sont aujourd'hui, voyons plutôt les Français ou les Allemands qui peuvent devenir. Mais justement, alors, je vous donne à tous la parole, mais je voulais vous montrer des images, vous les connaissez certainement. C'est Les Migrants de Charlie Chaplin. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que même en Amérique, au moment où les frontières sont grandes ouvertes, où c'est un pays qui sait qu'il a besoin d'une immigration, on les accueillait mal. Comme si c'était une fatalité, quoi qu'il arrive, on les accueille toujours mal. Regardez un extrait de Les Migrants de Charlie Chaplin. Olivier Ray. Oui, je voulais peut-être introduire un petit grain de sable. Enfin, c'est-à-dire que dans l'opposition qu'il y a entre, d'un côté, un monde avec des frontières et qui conduirait à la guerre, et puis d'autre part, un monde qui renoncerait complètement aux frontières pour s'ouvrir totalement aux flux, non seulement marchands, mais donc aussi humains, et qui aboutirait à la prospérité économique, à la paix, à toutes les vertus. En fait, je pense malheureusement, enfin, je ne vois pas les choses de cette manière-là, c'est-à-dire que je pense que ce monde où un certain nombre de frontières nationales ou continentales disparaîtraient n'aboutirait pas à un monde sans frontières, mais à un monde avec d'autres frontières, c'est-à-dire que se constituerait à l'intérieur, par exemple, de l'Europe, grandirait énormément des phénomènes de ségrégation. Et que, en fait, d'autres frontières se rigidifieraient, des fractures extrêmement importantes apparaîtraient. On le voit déjà, justement, aujourd'hui, avec le fait qu'en Europe, il y a des gens qui sont favorables à l'arrivée de ces populations immigrées, et puis d'autres qui ne sont pas favorables. Et on voit que la fracture, elle se joue quand même beaucoup autour du fait que... Alors, il y a des gens qui appartiennent à ce que Jacques Attali avait caractérisé il y a de ça quelques années par la surclasse, mais en fait des gens qui ont une vie, si vous voulez, qui vivent non pas à un endroit, mais qui vivent sur la planète, et donc qui peuvent se déplacer, qui ont une vie très délocalisée. Et puis d'autre part, vous avez les manants, au sens latin du terme, ça vient du verbe manere, celui qui reste, celui qui demeure. Et eux, en fait, dans cette transformation du monde, ils sont vraiment
les perdants. Et donc, en fait, si vous voulez, on irait vers un monde où, en fait, on n'aurait pas des gens qui seraient séparés par des frontières nationales, mais on aurait des gens qui vivraient des vies totalement différentes selon qu'ils sont mobiles ou qu'ils sont démanants. Et en fait, on voit énormément de tensions qui apparaissent aujourd'hui entre ces deux types de populations. Et donc, du coup, en fait, des conflits, si vous voulez, qui se déplacent, mais qui ne disparaissent absolument pas et qui peuvent devenir les pires qu'on connaisse, c'est-à-dire les conflits qui sont de type de la guerre civile. Parce que les guerres, c'est épouvantable, mais il y a encore pire que les guerres, ce sont les guerres civiles. On le voit d'ailleurs en Syrie actuellement. Je suis entièrement d'accord avec ça. En fait, moi, j'avais caractérisé ça en 3 catégories. Il y a qui sont ce que j'appelle les infranomades, c'est-à-dire ceux qui sont nomades dans la misère et la pauvreté, qui sont 3 milliards sur la planète. 3 milliards, hein, qui sont les gens qui se déplacent de la campagne vers la ville et puis d'un endroit à l'autre, d'un continent à l'autre. Il y a tout à fait au sommet ce que vous avez rappelé sous le nom de surclasse ou d'hyperclasse, qui sont les nomades riches, qui sont à peu près 100 millions, qui eux se déplacent, vivent comme ils veulent, etc. Et au milieu, vous avez des sédentaires qui sont en fait des gens qui sont terrifiés à l'idée de tomber dans la catégorie des infranomades et qui rêvent de monter dans la catégorie des hypernomades et qui vivent un nomadisme virtuel par le biais de la télévision. C'est ça le monde. Et en effet, il y a des risques énormes qui se passent à ça. Mais je voudrais insister sur un autre point, c'est qu'est-ce qu'on peut faire nous concrètement ? Et je voudrais juste signaler que moi j'ai pris depuis peu 2 initiatives modestes, mais auxquelles chacun peut s'associer ou en faire d'autres. La première, c'est que nous sommes en train, depuis janvier, donc ça n'a pas commencé récemment, de créer un journal qui va s'appeler Bienvenue, pour aider tous les étrangers qui viennent en France à trouver les conditions de respecter leurs devoirs et leurs droits. Leurs devoirs et leurs droits. Et la deuxième, c'est que dans l'ONG que je préside, Planète Finance, nous venons de créer un programme pour aider les réfugiés à créer des entreprises. Parce que nous sommes convaincus, on a déjà des exemples formidables, que des réfugiés ou des migrants savent créer des entreprises pour créer leur emploi et celui des autres. Et ça, je voudrais que chacun d'entre nous, on ne se pose pas seulement la question de débattre sur ce qu'il faudrait faire, comment, mais ce qu'on fait concrètement là où nous sommes pour faire quelque chose dans le sens des idées qu'on peut avoir. Juste un tout petit mot, je voulais simplement dire que tous les manants ne rêvent pas d'appartenir à la surclasse. Il y a aussi des manants qui aimeraient pouvoir continuer à mener une vie tranquille de manants là où ils sont. Oui, je voulais simplement dire, on voyait ces images là de Charlie Chaplin, c'est amusant parce qu'on ne montre pas les images des Indiens d'Amérique à la même époque et je pense que quelque part, eux, ils ont un peu souffert des flux migratoires qui sont arrivés vers eux. Et je pense que, non pas que les situations soient comparables, mais il y a ce complexe de l'Indien d'Amérique, de l'Européen aujourd'hui, qui se dit je vais disparaître. Certains l'appellent grand remplacement ou invasion, mais cette peur, elle est là, elle existe. Tout simplement parce qu'on n'est pas à une immigration zéro. C'est-à-dire que ça fait 30 ans que l'immigration est une réalité dans les sociétés européennes. Et aujourd'hui, on atteint des degrés de ségrégation sociale et ethnique qui sont des réalités dans les quartiers en France ou dans certains pays franches de notre population. Et on ne peut pas faire comme si on était à zéro et qu'on peut accueillir 0,1% de la population européenne, comme si on n'avait rien fait auparavant. On a un passé migratoire qui pèse sur nos sociétés. Et les gens ont peur parce qu'ils sentent qu'ils sont en fragilité, en insécurité culturelle. Toutes les études démontrent que les migrants dont vous parlez... peut-être, mais la réalité les études démontrent que les migrants dont vous parlez s'intègrent et deviennent d'une certaine façon plus français que les Français. C'est eux qui ensuite assument les vertus françaises. 60% des migrants de première génération se considèrent français et 95% des migrants de deuxième génération se considèrent comme totalement français. Donc, on ne peut pas dire qu'on s'accumule. De chiffres et d'études, M. Attali. C'est une réalité, la ségrégation ethnique est une réalité en France. Ce dont je vous parle sont des chiffres qui viennent de l'INSEE et qui sont parfaitement objectifs. Donc, on ne peut pas dire qu'on atteint une sorte de saturation de la migration. Quant au grand remplacement, je vous rappelle que la France porte le nom d'un peuple envahisseur. Donc, il y a eu un grand remplacement des Gaulois par les Francs. Que c'est vrai de l'Allemagne, qui porte le nom de 3 peuples envahisseurs selon la langue dans laquelle vous le nommez, de la Russie, qui porte le nom d'un peuple envahisseur, de l'Angleterre, qui porte le nom d'un... J'imagine que les peuples ont résisté quand on a essayé de les envahir. Pour autant, ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, qui est un mélange de l'ensemble. Je vais vous donner la parole, mais je vous propose la réflexion, un autre extrait, c'est Les raisins de la colère de John Ford, l'adaptation du roman de Steinbeck. Là, on est pendant la Grande Dépression, il y a des familles entières qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur travail, et qui essayent de migrer à l'intérieur même des États-Unis, et voilà comment on les recevait. Ma, there comes a time when a man gets mad. You told me, you promised me. I know, Ma, I'm a trying. If there was a law that was working with me, we could take it, but it ain't the law.
They're working away in our spirits. They're trying to make us cringe and crawl, working on our decency. You promised, Tom. I know. I'm trying to, Ma. Honest, I am. Gotta keep clear. The families are breaking up. You gotta keep clear. What's that, a detour? Tom, please! Just where do you think you're going? Oh. We're strangers here, mister. We heard about there was work in a place called Tavares. Yeah, well, you're heading the wrong way. What's more, we don't want no more Okies in this town. There ain't enough work here for them that's already here. Which way's it at, mister? Well, you turn right around and head north, and don't you come back until the cotton's ready. You understand? Il faut rappeler que pendant la Grande Dépression, les enfants eux-mêmes qui avaient perdu leurs parents au cours de ces migrations, même internes au pays, les enfants abandonnés étaient chassés des villes exactement comme... Le film finit bien. Hein. Oui. Ça finit, ils sont reçus à la fin. Béatrice Hiblin et Oui, Edgar Morin. Dans les années 30, où on n'avait pas d'allocation chômage et où il y a eu une crise extrêmement dure, en 31-32, un certain nombre d'émigrés polonais ont été renvoyés, manu militari. Bon, moi, je suis originaire du Nord, je suis originaire de Calais même. Alors, l'histoire de la jungle, je la suis d'un peu près. Et on les a renvoyés sans ménagement du tout, dans un milieu, le bassin minier, qui était un milieu socialiste de gauche et où on a eu des réactions d'une violence très très forte. Bon, c'est un sentiment qui n'est pas grand, beau, généreux, mais qui existe, qui est celui-là. Et une société, ce que vous disiez est très très juste, c'est-à-dire le fait que c'est postérieur à la Seconde Guerre mondiale, pas dans notre histoire française, mais dans l'histoire, par exemple, britannique, l'émigration, elle date des années 50. Et elle a été extrêmement massive depuis les années 50. Et elle s'est considérablement accélérée sur ces derniers temps. Et cette montée de UKIP, de l'extrême droite britannique, elle est très liée avec ce sentiment qu'on n'est plus chez soi. Des Blancs minoritaires à Londres, dans cette grande agglomération cosmopolite. Et c'est vrai que Londres est une ville qui vit et où on a le sentiment qu'il y a une bien plus grande ouverture que dans une ville aussi musée que Paris, c'est incontestable. Mais néanmoins, si vous avez vos anciens ouvriers du Labour qui se mettent à voter UKIP, c'est bien parce qu'ils ont le sentiment qu'ils sont en déclassement. Parce que comme vous le dites très justement, Jacques Attali, les enfants de l'immigration réussissent mieux que les enfants du prolétariat anglais. Et font donc des études, et le sentiment de déclassement est très important. Alors on peut peut-être leur expliquer, mais oui, que globalement, tout le monde se porte mieux. Mais eux, ce qu'ils vivent, c'est pas ça. Et ils vivent avec une très grande douleur. Alors, quelle réponse on apporte à ça? C'est pas si simple. Il n'y a qu'à Faucon, c'est pas toujours évident pour trouver la solution. Edgar Morin et ensuite Henri Guénaud. Moi, je trouve que c'est très bien de situer le problème des fugitifs actuels du Moyen-Orient dans un contexte plus vaste. D'abord, comme Attali le fait, dans un contexte planétaire de migration, et en plus dans le contexte français des migrations. Alors, par rapport à ce que vous disiez, c'est très vrai. Dès le début du XXe siècle, les immigrés de première génération se sont vus très maltraités, y compris des Italiens à Marseille, etc. C'est une souffrance toujours, une humiliation. Rentre chez toi, ça le métèque, à l'étranger, enfin il y a tout ça. Ce qui est intéressant dans le système français qui a été instauré par la Troisième République, c'est que effectivement, par l'école laïque qui était très forte à cette époque-là, par les partis qui étaient ouvriers, c'est-à-dire qui avaient des idées d'ouverture internationale tout en étant patriotes comme les socialistes et autres, et que par une classe paysanne éclairée qui elle-même a été très accueillante, par exemple pour les réfugiés juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour toute une série de raisons, en 2 et 3 générations, un processus d'intégration se passe et la réussite, c'est dans le fond le mariage mixte.
Et même 50% des étrangers épousent quelqu'un qui ne vient pas de sa même origine. D'abord, il n'y a pas, mais en plus, le mariage mixte avec des gens, disons, de souche française plus ancienne et avec de souches étrangères. Donc, on peut dire qu'en dépit de tous les ratés, et notamment avec les immigrés venus du Maghreb, etc., pour des raisons qu'on n'a pas... mais même avec eux, le système continue à marcher, avec beaucoup de ratés, mais continue à marcher. Donc, nous avons un système d'intégration, mais on ne pourra pas éviter les souffrances, les rejets. Alors, dans ces rejets et dans ces souffrances, il y a une façon tout à fait instinctive de la peur de l'étranger et qui est aggravée dans les périodes de crise économique, de crise de civilisation, etc. Et qui tente à devenir le bouc émissaire et le responsable de tous les maux. Et c'est pour ça que je disais au début, le problème, c'est la lutte entre le cœur, la compassion, la pitié, l'humanité, et la peur qui tente à la fermeture, à l'indifférence ou à l'inhumanité, au rejet. C'est ça qui doit se jouer en premier dans nos têtes et dans nos cœurs. Maintenant, c'est que, je dis, n'oublions pas que ces questions importantes de contexte ne doivent pas nous faire oublier le sort très concret aujourd'hui de ces fugitifs de la guerre du Moyen-Orient et qui nécessitent un traitement particulier aujourd'hui important et un traitement à la source même, c'est-à-dire en Syrie, en Irak